Três homens, três pensamentos, três fortes influências na história contemporânea da filosofia e da psicanálise. A série Foucault, Deleuze e Derrida, Pensamentos Rebeldes, traz os filósofos Elisabeth Roudinesco, Frédéric Worms, Guillaume Leblanc, Pierre Zawi, além da curadora do módulo Scarlett Martin, para tratar da ótica filosófica introduzida na França a partir dos anos 60 pelos rebeldes. Eles revolucionaram a psiquiatria humanizando a loucura e falaram da vida e da morte como nunca havia sido feito. Este é o tema do programa de hoje com a historiadora e psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco. Ces trois philosophes, comme d'autres d'ailleurs de cette même génération, ont en commun de ne pas faire partie des philosophes de l'engagement. Ils ne font pas partie des philosophes de l'engagement du sujet et ils n'étaient pas sartriens, mais ils étaient tous les trois en tout cas, un peu comme Georges Canguilhem, qu'ils ont eu d'ailleurs pour maître, ils étaient du côté de la philosophie du concept et de la structure. Tous trois ont fait descendre la philosophie de la métaphysique en s'intéressant à autre chose qu'à elle-même, la littérature, le cinéma, la psychanalyse, toutes sortes de disciplines, mais aussi les mœurs, la sexualité et tous les problèmes, les femmes, les mœurs, les homosexuels, les marginaux. Je voudrais dire pour ma part que c'est l'œuvre de Foucault qui m'a le plus marqué pour mes propres travaux, alors que je l'ai peu connu. J'ai suivi certains de ses cours, mais je n'ai pas été proche de lui. Alors que j'ai été en revanche l'élève de Gilles Deleuze entre 1969 et 1972, puis très proche de Derrida à partir de 1986. Donc deux d'entre eux, je les ai très bien connus. Je vais d'abord vous parler pour Foucault de l'œuvre majeure, et c'est normal, j'aurais pu choisir autre chose, mais d'une œuvre majeure qui nous a tous marqués, c'est bien entendu l'histoire de la folie. Au moment de sa parution, cette œuvre, ces trois philosophes ont aussi en commun d'avoir été très violemment critiqués de leur vivant. Très critiqués, alors qu'aujourd'hui, leur œuvre et l'héritage apparaît comme quelque chose de classique. Au moment de la parution, au cours des années qui ont suivi la parution d'Histoire de la folie 1961, la critique des psychiatres, des psychologues et des historiens de la psychopathologie a été extrêmement violente. Michel Foucault dénonçait tous les idéaux sur lesquels reposait leur savoir. Il mettait en pièces la longue durée de l'humanisme issu de la refonte de Philippe Pinel, le fondateur de l'asile moderne, et il déclarait la guerre a toutes sortes de formes de réformisme institutionnel. O livro A História da Loucura não tinha por objetivo comparar a história dos loucos à de pessoas racionais, nem confrontar a história da razão com a da loucura. Tratava-se de uma mudança de perspectiva, contar a história do convívio incessante e modificador de ambas. Et c'est sur les œuvres les plus impétueuses de Georges Bataille et de Nietzsche que Foucault s'appuyait pour faire surgir de la raison occidentale non pas une sorte d'opposition dialectique, mais une part maudite, il empruntait le terme à Georges Bataille, irréductible à toute forme de maîtrise discursive. D'où le combat qu'il menait avec et contre les historiens pour donner la parole à une archive transgressive, c'est-à-dire souvent aux documents bruts, aux documents hallucinatoires, mais aussi à ce qu'il appelait le texte infâme, le texte maudit, à la trace non pas de l'expert, du juge ou du censeur, mais la trace du fou, du criminel et de l'assassin. En 1961, donc, lors de la parution du livre, l'histoire de la psychiatrie, l'histoire pieuse, l'histoire officielle, était tombée en désuétude. On commençait donc à étudier l'histoire des outils conceptuels propres à la psychiatrie et à ses différentes constructions et classifications. On appelle ça nosographie ou nosologie. Et à ces différentes
mode de classification donc des comportements. Et de même, on tentait de montrer que l'histoire de la psychiatrie était la conquête progressive de la raison sur la folie et aussi de l'arrachement du fou au domaine de la magie pour essayer de l'approcher par le soin et par la rationalité. La folie, disait-on à l'époque, est naturelle à l'homme. Elle a toujours existé, elle remonte à la nuit des temps et, par une évolution constante, elle a été arrachée au regard porté sur elle par la pensée magique pour devenir un objet de science. On soulignait ainsi que l'appréhension de la folie, sa compréhension, était passée de l'obscurantisme au progrès, de la religion à l'humanisme et à l'universalisme. No momento em que a história da psiquiatria tinha se tornado honorável e racional por ter renunciado aos seus demônios, a obra de Michel Foucault questionou todas as conquistas destes especialistas. Autrement dit, il quittait le continuisme historique pour cette fameuse thèse des partages. Au lieu d'affirmer, disait-il en substance, que la naissance d'un arsenal conceptuel permet d'expliquer la présence de la folie dans la nature humaine, mieux vaut montrer que cet arsenal s'est construit sur l'illusion rétroactive d'une folie déjà donnée dans la nature. Dès lors, la folie n'est pas un fait de nature, disait-il, mais de culture. Et son histoire est celle des cultures qui la définissent, qui la disent et qui la persécutent aussi, qui la marginalisent. Aussi bien la science médicale, disait-il, n'intervient-elle que comme descriptif par rapport à cette chose qui n'est pas pensable, pas analysable. Les concepts de la psychiatrie ne sont donc pas adéquats à l'analyse de ce rapport, et c'est pourquoi, pour en saisir la signification, il faut commencer par les écarter. Georges Canguilhem, qui avait accepté d'être le rapporteur de la thèse de Michel Foucault, cette thèse soutenue à l'université, comprit aussitôt qu'il s'agissait là d'une révision radicale de la manière psychiatrique de penser la folie. C'est donc la signification des débuts de la psychiatrie positiviste, avant la révolution freudienne, disait-il, qui est en question dans le travail de Foucault. Bien entendu, la question, comme tous les psychiatres et psychologues, les historiens de la psychopathologie eurent donc l'impression, comme je l'ai dit, que cette folie décrite par Foucault, qu'il n'avait pas su voir dans les archives, puisqu'il racontait surtout l'enchaînement des théories psychiatriques, que ce Foucault avait semblé magiquement exhumé, relevait d'une construction littéraire extrêmement brillante, mais irresponsable. À leurs yeux, cette folie ainsi réactivée de façon profonde, tel un spectre ou un fantôme, demeurait étrangère à la réalité de la souffrance des vrais malades dont les psychiatres avaient la charge et dont les historiens se devaient de raconter l'épopée. Et de ce fait, ils accusèrent Foucault de n'être ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue, ce qui est vrai, et de n'avoir jamais rencontré les véritables fous d'asile, les fous ordinaires, agités, stupides ou au contraire gentils, dociles, contrôlés, raisonnés. Un philosophe, aussi peu versé dans la clinique, disait-on, avait-il le droit de transformer la folie anonyme des vrais fous en une fresque sublime, profonde et poétique? On savait à l'époque déjà que Foucault avait voulu se suicider. On savait qu'il était homosexuel, qu'il avait tenté pendant 3 semaines de suivre une cure psychanalytique. On savait enfin qu'il avait suivi, pour son diplôme de psychopathologie, de nombreuses présentations de malades. On pensa donc, et c'est très fréquent pour critiquer des théories, que son livre était autant l'autobiographie masquée d'un pervers que la confession dissimulée d'un malade mental atteint de mélancolie. A vontade de saber. En 1976, dans un autre livre, La volonté de savoir,
Il ne se posait plus le même problème, préférant montrer la continuité interne qui unissait la technique de la confession et de l'aveu à celle de la cure. Et dans cette perspective, nous allons le voir, il rencontrait les thèses de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, dont je vais parler un petit peu après. Car dans ces trois philosophes, je vais glisser de l'un à l'autre pour montrer à la fois les continuités, les différences, les ruptures et les complicités. Quant à la psychanalyse, Foucault, loin de la considérer comme une entreprise totalitaire, il soulignait au contraire combien elle lui était étrangère. C'est un des points qui m'a toujours beaucoup intéressé chez Foucault, très critique, bien entendu, et à juste titre, du conformisme psychanalytique, situant souvent les psychanalystes dans la continuité des prêtres ou des confesseurs, donc assez dur. Il avait compris que la théorie elle-même, c'est-à-dire la doctrine de Freud, était en rupture radicale avec ce qu'on appelait les théories de l'hérédité-dégénérescence, qui considéraient l'anormalité ou les anormaux comme des dégénérés, comme exclus en quelque sorte du genre humain. Ce jugement foucaldien, auquel je souscris volontiers, visait bien entendu la discipline elle-même, car c'est bien en tant que discipline que la psychanalyse est par essence incompatible avec les formes dictatoriales du fascisme et avec toutes les discriminations qui lui sont associées, racisme, antisémitisme, xénophobie. Como homem de diálogo sempre aberto aos debates, Foucault abraçou o combate suscitado por seu livro contra o poder psiquiátrico, ou o que ele chamava de o biopoder dos especialistas. Foucault a été, en quelque sorte, il a vu ce qui allait se passer dans l'histoire de la psychiatrie, c'est-à-dire sa disparition au profit de l'expertise et de l'idéologie sécuritaire. Donc cet héritage-là est fondamental. Foucault cherchait à troubler l'ordre du monde pour faire surgir de son apparence sa part obscure, son désordre et son hétérogénéité. Aussi s'engagea-t-il résolument dans cette aventure du concept, faisant de la conceptualité propre aux sciences humaines un objet de passion, sur lequel toute une génération, formée à l'université laïque et républicaine, était mise en demeure de réfléchir de façon critique. Dans cette perspective, Foucault accordait encore un statut privilégié à la psychanalyse, à la linguistique et à l'ethnologie. Elle visait à dissoudre, disait-il, la notion d'homme sans prétendre reconstituer l'homme comme une positivité observable. En ce sens, il y avait bien cet humanisme de Foucault. Là était la signification profonde des dernières lignes de l'ouvrage qui furent comprises notamment par Sartre et par bien d'autres encore comme un manifeste réactionnaire, hostile à toute forme d'humanisme alors que c'était de l'humanisme. Un jour peut-être, disait Foucault, le siècle sera deleuzien. Étrange prophétie annoncée en 1969 lors de la publication par Gilles Deleuze de Différence et répétition et de logique du sens. Cette prophétie, ce jugement foucaldien, laissait entendre que de tous ceux avec lesquels le philosophe des sentiers de la nuit avait débattu, seul Gilles Deleuze aurait le privilège un jour non pas d'entrer au Panthéon ou d'avoir une postérité, mais d'être le porteur d'une rénovation de la philosophie qui ferait de lui le plus grand des modernes. Deleuze foi o único dos três que não estudou na escola normal superior. Era professor de filosofia do segundo grau em instituições de prestígio em Paris.
Também lecionou em universidades como a Sorbonne, a Universidade de Lyon e na Paris 8, em Vincennes, onde, com Félix Guattari, escreveu o mais iconoclasta de seus livros, o Anti-Édipo. Homem de esquerda, Deleuze era antes de tudo um historiador da filosofia e acreditava que a história poderia ter servido para impedir a criação dos conceitos. Alors, comme Derrida et comme Foucault, Deleuze fut détesté, accusé tel Socrate de vouloir corrompre la jeunesse par son enseignement. Il se vit reprocher un amour immodéré des drogues et de l'alcool, et il fut même comparé pour l'anti-Édipe à une sorte de dégénéré qui aurait fait, citation, l'apologie du pourri sur fumier de décadence, très violent. Enfin, il fut aussi traité d'antisémite pour sa défense d'un certain nombre de films, notamment un film qui était violemment anti-israélien. En réalité, il dérangeait ses interlocuteurs et ses lecteurs par une attitude paradoxale qui semblait toujours aller à contre-courant du discours rationnel. Gilles Deleuze était le philosophe des extrêmes et du rire, du grotesque et du sublime, du rêve et du désir, sans être le moins du monde romantique. Il était animé d'une sorte de passion incandescente pour le génie créateur, qui le rendait sensible à toutes les manifestations les plus utopiques, mais aussi les plus subtiles de l'art, de la poésie et de la littérature. Il n'hésitait pas, par exemple, à prôner un matérialiste mécanisme centré sur l'idée qu'il existerait une forte continuité entre l'activité psychique et l'activité cérébrale. Au contraire de Georges Canguilhem, qui avait été son maître et qu'il admirait, il pensait qu'un jour, la science permettrait, par l'imagerie cérébrale, de démontrer que le cerveau serait capable, en tant que tel et à l'insu de toute subjectivité, de créer des concepts et des œuvres d'art. Illusion, bien sûr. Mais pour autant, il n'adhéra jamais aux visions simplistes des adeptes du scientisme et de la psychologie cérébrale, considérant d'ailleurs que toute comparaison entre le comportement humain et le comportement animal était vouée au fascisme. Il avait en horreur le conditionnement. Il ne supportait pas l'idée, dominante aujourd'hui, qu'un homme pût être évalué, instrumentalisé, réduit à une chose, au dernier des hommes, ou pire encore à la dernière des choses. Tout individu, disait-il, a le droit de choisir son destin, quitte à risquer sa vie. Un sujet n'est un sujet que parce qu'il est d'abord un non-sujet, disait Deleuze, c'est-à-dire une singularité multiple et toujours déterritorialisée. Il était donc le philosophe le plus antisécuritaire que l'on puisse imaginer, le plus anticonformiste, le plus corrosif, le plus rebelle à toutes les tentatives de destruction de la culture, de la nature et de l'homme, qui sont aujourd'hui le lot commun d'une époque dont d'ailleurs il avait prévu l'avènement. Debater, nunca destruir. Deleuze admirava a potência subversiva de Sartre, mas gostava de destacar que a filosofia nunca deveria servir de instrumento de uma doutrina contra outra. Dans la même perspective, il affirmait que la prise de substances nocives, donc de drogue, devait être interrompue dès lors que le sujet se transformait en une loque incapable de travailler. Là était la limite. Et du coup, il n'hésitait jamais, en bon moraliste, à prôner l'abstinence et le contrôle de soi. Autrement dit, Deleuze accusait les représentants du pouvoir médical, et notamment les psychiatres, de fabriquer par des prescriptions excessives et à travers un dictat pharmacologique de véritables malades mentaux dépossédés de ce qu'il appelait leur vraie folie. En conséquence, il refusait non pas la science médicale, non pas l'approche biologique du psychisme, mais toute forme de médicalisation de l'existence,
ce terme ayant été repris par le psychanalyste français Roland Gori. Il ne fut donc jamais le propagandiste de substances dangereuses et jamais il n'encouragea ses élèves à se droguer. Par certains côtés, lui, le grand philosophe de l'intempestif, des fibrilles, du décentrement, renouait en quelque sorte avec une tradition bien française, celle de Victor Hugo. Il y a quelque chose d'hugolien chez Deleuze. La compassion envers les pauvres et les déshérités, mais aussi envers ceux qui furent de tout temps les victimes des persécutions sociales, les victimes insultées et humiliées. Gilles Deleuze era um admirador da canção popular francesa e suas aulas eram cantadas, como uma canção de Charles Trenet. Amava a França dos filmes de Jean Renoir. Preferia a fábrica ao teatro, o popular ao círculo fechado do ego, do eu, o Contiá à deriva às nações constituídas, a subversão dos fluxos às fronteiras. Telle était la formidable inventivité de ce qu'on peut appeler l'usine deleuzienne. Philosophe donc du rhizome, c'est-à-dire des racines, des radis à l'origine, il dynamitait les représentations trop classiques, symboliques et dogmatiques de la philosophie, préférant cheminer dans les coulisses d'une scène primitive, machine à fabriquer des concepts, plutôt que de réinventer sans cesse à coups de commentaires, la généalogie d'Hamlet, d'Antigone ou d'Édipe. Et c'est pour ça qu'il n'aimait pas du tout le complexe d'Édipe de Freud. En quoi d'ailleurs il n'avait pas tort. Il ne pensait pas non plus que le désir pût être libéré par des actions spontanéistes. Il soutenait plutôt, et de manière très sophistiquée, que le désir lui-même est un travail de l'inconscient. D'un inconscient conçu, disait-il, comme un agencement de territoires animaliers et musicaux, et non pas comme un théâtre ou une autre scène. Não é nem nos grandes bosques nem nas veredas que a filosofia é elaborada, mas nas cidades e nas ruas, mesmo com o que elas têm de mais irreal. Pour tous ceux qui, comme moi, connurent Félix Guattari et assistèrent au séminaire que délivra Deleuze à Vincennes entre 69 et 72, l'Anti-Édipe, reste aujourd'hui un grand livre qui permet de se souvenir à quel point, en unissant en une seule plume leur volonté commune de renverser les dogmes, les deux amis donnèrent au conformisme psychanalytique de l'époque une leçon de plaisir, de révolte et de liberté dont on souhaiterait évidemment qu'elle se répétât aujourd'hui sous d'autres formes. Et en fait, Deleuze s'en prenait à toutes les formes modernes, non pas de grand fascisme tel que ça avait été réalisé par les totalitarismes, mais ce qu'il appelait les petits fascismes ordinaires de la vie quotidienne, les petits fascismes ordinaires des sociétés libérales, ceux qui risquent toujours de nous mettre dans une servitude sans que nous nous en apercevions. Alors, bien entendu, comme Foucault, Deleuze était très proche de tous les mouvements de libération, beaucoup plus à gauche politiquement que ne l'était Foucault, mais en même temps, ils ont toujours agi beaucoup ensemble. Il avait sans doute raison, donc je le répète, Foucault avait sans doute raison d'affirmer qu'un jour le siècle serait deleuzien, parce qu'un jour peut-être, le siècle ressemblerait à ce cauchemar imaginé par Deleuze, l'avancée d'un fascisme, d'un petit fascisme ordinaire dans la vie de chacun. Il est probablement celui qui a le mieux pensé le statut du sujet et de l'individu dans les sociétés libérales ou post-libérales.
Alors maintenant, je vais aborder Jacques Derrida. Très difficile de le faire, disons, de manière frontale. Alors plutôt que de commenter la déconstruction que tout le monde connaît, plutôt que d'aborder l'ensemble de l'œuvre, je vais parler, puisqu'il s'agit ici d'héritage, de la manière dont Derrida lui-même s'est senti l'héritier de tous les autres. Et commenter en quelque sorte une phrase qui m'est très chère de Derrida. Para ser fiel a uma herança, realmente fiel, é preciso ser eminentemente infiel. C'est une phrase typiquement derridienne, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. Déconstruire et non pas détruire. C'est-à-dire à la fois hériter et innover. Donc être infidèle à ce qu'on défend. Autor de mais de 80 livros, Derrida é o filósofo do questionamento e da desconstrução das relações de oposição entre razão e loucura, masculino e feminino, fala e escrita, vida e morte. Derrida se considerava herdeiro de todos os outros filósofos. Ele foi o último de sua geração a morrer e por isso pôde dizer adeus a todos os outros, em sua obra Cada vez único o fim do mundo. Alors il a rendu hommage à tous ceux dont j'ai parlé, bien sûr Michel Foucault, mais aussi Louis Althusser, Gilles Deleuze, Lévinas, Lyotard, Blanchot, etc. Jamais à ma connaissance un texte aussi beau n'a été écrit sur les morts, sur la mort ou l'adieu aux morts, qui ont compté dans la vie d'un homme. La loi qui régit les relations que chaque sujet entretient avec l'ami mort, et donc avec la mort et avec l'amitié, est une loi structurale et universelle. Une loi inflexible et fatale, disait Derrida, de deux amis, l'un verra forcément l'autre mourir. Cette mort, quand elle advient, n'est pas seulement la fin de telle ou telle vie, mais la fin de quelque chose en totalité. En conséquence, aucun deuil n'est possible. Mais, comme l'absence du deuil risque toujours de rendre fou l'ami qui demeure, seule la mélancolie, disait-il, permet l'intégration en soi de la mort de l'autre et la poursuite de la vie. Jamais quiconque, me semble-t-il, ne peut dire la mort avant la venue de la mort. Et quand cela se produit, quand un adieu est écrit à l'avance, comme un meurtre de la mort, il s'agit d'un meurtre de la mort en quelque sorte, et dès lors l'imposture se lit entre les lignes. La mort est alors privée du possible récit de sa mort, et celle-ci identifiée à un néant. Trahison de la chronologie, trahison du temps nécessaire à la venue de la mort et à sa narration ou à sa célébration. Séparation ultime, l'adieu, tel que l'a conçu Derrida, s'énonce depuis la vie comme le moment où s'entremêlent la mort vécue, la mort subie et la mort cérébrée, la mémoire de la mort. Dizer adeus significa, para aquele que parte, entregar a Deus a alma daqueles que ficam. Para aquele que fica, entregar a Deus a alma do morto é viver eternamente a memória da amizade. Et c'est en cela que Derrida, qui était probablement le moins historien de ces trois philosophes, a rejoint par ce rapport à la mémoire et à l'adieu, la transmission de l'héritage et aussi de l'histoire. Derrida se inspirou em Freud, que considerava a melancolia ligada ao luto como uma neurose narcísica. Mas, quando Freud perdeu sua filha e seu neto, compreendeu que alguns lutos são inconsoláveis. À partir de la fin du XVIIIe siècle, et plus encore à la fin du XXe, la transgression de cette règle sera vécue comme une anomalie plus vive encore. Donc la mort de ceux qui doivent mourir après. Les adieux de Derrida sont, à cet égard, des mots arrachés au silence et au néant. In memoriam, le goût des larmes. À force de deuil, il me faudra errer tout seul. Se cada vez é única, quer dizer que cada tem direito a uma despedida singular, mesmo se é uma repetição da mesma evocação de perda. Jacques Derrida a construit son discours, rendant à chacun sa mort, comme la trace instantanée de ce moment unique
où se produit le passage de la vie à la mort. Aussi peut-il rappeler à lui toute la mémoire enfouie d'une existence fragmentée. Chaque fois, un détail surgit de l'ombre pour que soit avivée la mélodie de cette loi inflexible et fatale qu'est la mort. Avoir un ami, le regarder, le suivre des yeux, l'admirer dans l'amitié, c'est savoir de façon un peu plus intense et d'avance meurtrie, toujours insistante, l'inoubliable de plus en plus que l'un des deux, fatalement, verra mourir l'autre. Les adieux de Jacques Derrida ne sont donc ni des éloges funèbres au sens classique, ni des nécrologies, ni des récits d'agonie. Il n'a pas choisi de dire le moment de la mort, ni la dégradation des chairs, ni l'horreur du visage. Il n'a pas raconté les derniers jours d'Emmanuel Kant, il n'a pas rédigé un Baudelaire dernier temps ou un Voltaire en train de mourir. Il n'a pas eu à témoigner, comme l'a fait Simone de Beauvoir, d'une cérémonie des adieux. Entre rupture et retour, entre séparation, adieu, et réintégration de l'autre en soi, en bref, entre l'adieu et le revoir, il laisse entendre à demi-mot la douleur et la défaillance, et surtout la structure narrative et presque ontologique de tout récit de mort et d'amitié. Un homme devra disparaître avant l'autre. Et, finalement, sur Deleuze. La génération dont parle Derrida est présentée avec des guillemets. À chaque fois, il a rendu hommage à ses morts. Comme si le mot portait l'empreinte d'un historicisme suspect. Mais moi, je l'aime bien, ce mot de génération. Et puisqu'on est ici, en effet, pour célébrer un héritage, en quelque sorte, je pense que les autres philosophes vont en parler, et puis cet héritage qui consiste à être à la fois fidèle et infidèle, donc de faire vivre une histoire, je pense que cette génération, celle-là même dont je parle ici, en est bien nulle, malgré la disparité de ses acteurs. Car ce qui les unit, en tout cas les trois dont j'ai parlé, comme je l'ai déjà souligné, est à mon sens plus fort que ce qui les divise. On pourrait multiplier à l'infini la liste de ces mots endeuillés qui ponctuent les adieux de Jacques Derrida à ses amis, mais on peut aussi se poser d'autres questions. Sans, par exemple, se poser la question des manières de mourir en Occident, sans faire de différence entre les diverses façons de mourir, suicide, accident, maladie, mort violente, mort douce, mort désirée, mort impromptue. Je rappelle que si Derrida est mort au fond de maladie, Foucault est mort du sida, et c'est-à-dire à une époque où commençait d'ailleurs le sida, et que Gilles Deleuze s'est suicidé par défenestration parce qu'il étouffait, alors qu'il n'était pas suicidaire. Tous les amis auxquels s'adressent les adieux de Derrida, et tous ces philosophes, ont été témoins ou les héritiers de deux grandes catastrophes européennes du XXe siècle, la Shoah et le Goulag. Ils ont aussi été les acteurs et les spectateurs de la fin des empires coloniaux, de la révolte de la jeunesse estudiantine et de l'effondrement du communisme. Et si chacun d'entre eux a été confronté à un moment de sa vie à la question du génocide des Juifs, ne serait-ce d'ailleurs qu'en interpellant de façon radicale les prises de position de Heidegger, qui a été, comme on le sait, nazi, aucun ne fut réellement engagé dans la lutte anti-nazie, trop jeune, les trois, et comme l'avait été la génération d'avant. Certes, il existe dans cet ensemble de multiples filiations souterraines
où 3 générations au moins se croisent. L'une née au début du siècle, la deuxième durant l'entre-deux-guerres, la troisième, la mienne, entre 1940 et 1945. J'ai situé Georges Canguilhem, leur maître à tous, né au début du XXe siècle, la deuxième durant donc l'entre-deux-guerres, Derrida, Foucault, Deleuze, et la nôtre, la mienne, entre 1940 et 1945. 3 gerações. O que elas trouxeram à luz do dia? Au risque donc d'une certaine approximation, je voudrais définir quelques traits communs à cette génération qui en réunit 3. Qu'elle soit issue de la phénoménologie ou qu'on l'appelle structuraliste, post-structuraliste, anti-structuraliste, elle rassemble des auteurs qui ont pour caractéristique d'avoir mis en cause la nature du sujet et d'avoir mis au jour ce qui se cache derrière l'usage de ce pronom. Au lieu de s'en tenir à l'idée que le sujet serait tantôt radicalement libre, au sens sartrien, et tantôt entièrement déterminé par des structures sociales ou langagières, les penseurs de cette génération ont préféré douter du principe même de cette alternance. Et c'est pourquoi ils ont tenu, très violemment parfois, à critiquer les illusions des Lumières et du logos, quitte à expulser la philosophie du discours philosophique pour en interroger les marges et les contours à la lumière de Marx, de Freud, de Nietzsche ou de Heidegger, quitte à vider la littérature de tout contenu romantique pour la recentrer sur sa littéralité même ou sur les conditions de son émergence. Ainsi donc, s'enchaîne l'histoire des uns à celle des autres, une histoire de vie et de mort, où se tissent les liens de l'au revoir et de l'adieu, de la fidélité et de l'infidélité, de la mort subie ou vécue, et de l'adieu que l'on fait à celui qui reste, de l'adieu que l'on adresse aussi à celui qui part. A crítica à psiquiatria. Je pense, hélas, que la critique qu'ont fait Foucault et Deleuze de la psychiatrie de leur époque, je crois qu'ils n'imaginaient pas ce que ça deviendrait aujourd'hui. Ils critiquaient, les deux d'ailleurs, une conception, je dirais, classique de la psychiatrie. Et tout se passe comme s'ils avaient vu venir le moment, mais sans arriver à le penser, où ce qu'ils critiquaient aurait complètement disparu. Autrement dit, soyons honnêtes aujourd'hui, la psychiatrie telle qu'elle était critiquée par Foucault et Deleuze, c'est-à-dire la nosographie, les classifications de la psychopathologie, qu'elles soient phénoménologiques, psychanalytiques, en tout cas héritées de l'aniélisme, ont complètement disparu aujourd'hui. Il n'y a plus de psychiatrie telle que Foucault et Deleuze la critiquaient. La psychiatrie d'aujourd'hui, je ne sais pas quel avenir elle a, mais mondialement, elle a été réintégrée entièrement dans la neurologie, d'une part, c'est-à-dire que dans le tout organique, il n'y a plus de psychiatrie humaniste phénoménologique telle qu'elle était critiquée à l'époque. Donc, on peut même dire que l'antipsychiatrie a été un des derniers moments, un des derniers sursauts de la psychiatrie pour continuer à exister, c'est-à-dire l'approche du sujet. Aujourd'hui, on a une psychiatrie dominée exclusivement par l'idéal neurologique et organiciste et par la pharmacologie, au point que les psychiatres eux-mêmes ont bien montré que c'était la fin de quelque chose. Pour le coup, c'est vraiment la fin de quelque chose. Les classifications sont purement comportementales, n'ont rien à voir avec une théorie du sujet, et c'est d'ailleurs de là que dérive la crise de la psychanalyse, puisqu'elle n'est plus portée comme elle l'a été par la psychiatrie. Os conceitos que unem e separam os rebeldes. Je dirais que Foucault et Derrida restent attachés, beaucoup plus que Deleuze,
à la notion de tragique, à la représentation classique du tragique. Mais la mise en cause, disons, commune, c'est évidemment celle, je dirais, du signifiant, de l'impérialisme du signifiant. C'est l'idée qu'il faut sans arrêt défaire ce qui a été fait. Alors, on dira quand même que ce qui se ressemble beaucoup chez Deleuze et chez Derrida, c'est la déconstruction. Les deux, l'un déconstruit la métapsychologie, déconstruit la métaphysique, l'autre va vers le multiple. Et quant à Foucault, c'est un petit peu différent, mais il y a aussi cette idée, finalement, dans le dernier Foucault, d'abandonner le terrain strict de la philosophie pour aller s'occuper des vies personnelles. Le dernier Foucault, et notamment je pense à celui qui a voulu étudier la vie des hommes infâmes, comme il l'a intitulé lui-même, c'est aller vers le plus extrême. Ils ont ça en commun. Mais en même temps, ils étaient tous les trois extrêmement différents. Donc je dirais qu'il y a à la fois quelque chose de commun et quelque chose de très différent. Mais c'est sûr que par certains côtés, Deleuze est celui qui a été le plus loin dans la défaite, la déconstruction, la critique de toute la notion de l'un. Du point de vue clinique, c'est sûr que Deleuze est resté attaché à travers Guattari à une conception finalement assez classique du traitement psychiatrique. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. En tout cas, sur la notion de créativité, je pense que c'est ça ce qui les unit et ce qui les différencie. A herança dos pensadores rebeldes para o mundo de hoje. Pour résumer, ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui comme héritage de rébellion, c'est précisément ça. D'abord, le décloisonnement des disciplines. Ils étaient à la fois des philosophes rigoureux et en même temps des philosophes qui faisaient parler la philosophie autrement que dans des systèmes clos. Donc à la fois des intellectuels qui parlaient sur la place publique, dans un monde où il n'y avait pas encore les médias, aussi importants, et en même temps qui restaient d'une très grande rigueur d'approche. Je dirais que la caractéristique, pour résumer, c'est que précisément tous les sujets pouvaient les intéresser, que ce soit la famille, les mœurs, la sexualité, l'individualisme, pas seulement un engagement politique classique, mais quelque chose qui serait l'introduction du politique dans la vie quotidienne, dans une manière de réfléchir à tous les objets qui nous entourent. Donc, en effet, ne jamais se soumettre à l'ordre établi, toujours avoir une visée critique de tout ce qui peut se reconstituer en permanence sous nos yeux comme pensée dogmatique. Et bien entendu, c'est ça cet héritage, l'idée d'être à la fois fidèle à l'histoire, fidèle à ce qui est transmis comme savoir, et en même temps d'être dans cette posture critique. C'est quand même, c'est ça le paradoxe. Et puis je retiendrai aussi comme grand paradoxe cette idée qu'on est à la fois libre, responsable et en même temps déterminé par quelque chose qui nous échappe à notre insu. C'est pour ça qu'ils ont tous les trois pris comme objet, j'insiste évidemment, la pensée de Freud, qui introduisait en quelque sorte cette idée. Aussi, la question par rapport au populisme ou à la culture de masse, il y avait à la fois un certain élitisme et en même temps une ouverture à ce que pouvaient être des objets qui nous touchent de la façon la plus quotidienne.
e Derrida, Pensamentos Rebeldes, traz os filósofos Elisabeth Roudinesco, Frédéric Worms, Guillaume Leblanc, Pierre Zawi, além da curadora do módulo Scarlett Martin, para tratar da ótica filosófica introduzida na França a partir dos anos 60 pelos rebeldes. Eles revolucionaram a psiquiatria humanizando a loucura e falaram da vida e da morte como nunca havia sido feito. Este é o tema do programa de hoje com a historiadora e psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco. Ces trois philosophes, comme d'autres d'ailleurs de cette même génération, ont en commun de ne pas faire partie des philosophes de l'engagement. Ils ne font pas partie des philosophes de l'engagement du sujet, et ils n'étaient pas sartriens, mais ils étaient tous les trois en tout cas, un peu comme Georges Canguilhem, comme deux d'entre eux, je les ai très bien connus. Je vais d'abord vous parler pour Foucault de l'œuvre majeure, et c'est normal, j'aurais pu choisir autre chose, mais d'une œuvre majeure qui nous a tous marqués, c'est bien entendu l'histoire de la folie. Au moment de sa parution, cette œuvre, ces trois philosophes ont aussi en commun d'avoir été très violemment critiqués de leur vivant. Très critiqués, alors qu'aujourd'hui, leur œuvre et l'héritage apparaît comme quelque chose de classique. Au moment de la parution, au cours des années qui ont suivi la parution d'Histoire de la folie 1961, la critique des psychiatres, des psychologues et des historiens de la psychopathologie a été extrêmement violente. Michel Foucault dénonçait tous les idéaux sur lesquels reposait leur savoir. Il mettait en pièces la longue durée de l'humanisme issu de la refonte de Philippe Pinel, le fondateur Três homens, três pensamentos, três fortes influências na história contemporânea da filosofia e da psicanálise. A série Foucault, Deleuze de l'asile moderne, et il déclarait la guerre à toutes sortes de formes de réformisme institutionnel. O livro A História da Loucura não tinha por objetivo comparar a história dos loucos à de pessoas racionais, nem confrontar a história da razão com a da loucura. Tratava-se de uma mudança de perspectiva, contar a história do convívio incessante e modificador de ambas. Et c'est sur les œuvres les plus impétueuses de Georges Bataille et de Nietzsche que Foucault s'appuyait pour faire surgir de la raison occidentale, non pas une sorte d'opposition dialectique, mais une part maudite, il empruntait le terme à Georges Bataille, irréductible à toute forme de maîtrise discursive. D'où le combat qu'il menait avec et contre les historiens pour donner la parole à une archive transgressive, c'est-à-dire souvent aux documents bruts, aux documents qu'ils ont eu d'ailleurs pour maître. Ils étaient du côté de la philosophie du concept et de la structure. Tous trois ont fait descendre la philosophie de la métaphysique en s'intéressant à autre chose qu'à elle-même, la littérature, le cinéma, la psychanalyse, toutes sortes de disciplines, mais aussi les mœurs, la sexualité et tous les problèmes, les femmes, les mœurs, les homosexuels, les marginaux. Je voudrais dire pour ma part que c'est l'œuvre de Foucault qui m'a le plus marqué pour mes propres travaux, alors que je l'ai peu connu. J'ai suivi certains de ses cours, mais je n'ai pas été proche de lui. Alors que j'ai été en revanche l'élève de Gilles Deleuze entre 1969 et 1972,
puis très proche de Derrida à partir de 1986.